Bienvenue à toutes et tous dans l'émission Les Pépites de l'IEM, émission dédiée aux talentueux étudiants de l'IEM Digital School. L'IEM Digital School, c'est l'une des premières écoles en France entièrement dédiée au métier du digital. Alors c'est simple, elle propose une formation complète et polyvalente autour de 6 axes métiers. Le développement web, la création digitale, les jeux vidéo, le marketing et la communication digitale, l'animation 3D et l'audiovisuel. Dans cette émission, découvrez une sélection de travaux des étudiants qui ont brillé durant des cours mixant tous les axes. Pour cette émission, je suis ravie d'être accompagnée de Michael Garimé, responsable pédagogique. Ça va, Michael? Je vais très bien et content d'être de retour. Content d'être de retour parce qu'il est central et il partagera son expertise et son regard sur les travaux des étudiants. Alors voilà, c'est parti. On commence avec une première réalisation, les jeux vidéo. Alors, la consigne pour ce rendu était de réaliser une démonstration d'un prototype de jeu vidéo imaginé depuis le début de l'année grâce au cours de Game Design. Les étudiants devaient intégrer tous les assets graphiques réalisés en cours de Game Art et programmer les déplacements de leur personnage principal dans le logiciel Unity. Bonjour et bienvenue sur le plateau, Alexander, ça va? Ça va et vous? Bonjour Mickaël, Bonjour. Dina, merci de m'avoir accueilli. Alors, tu vas nous raconter ton projet et toi, il est dans le domaine du game programming. Dis-nous comment ça s'est passé. Alors effectivement, on avait au premier semestre l'objectif de créer un jeu de plateforme en 2D. Et avec ce projet, mon objectif, c'était surtout un peu de voir où étaient mes compétences et de me challenger. Du coup, j'ai créé un jeu qui s'appelle Bounty Runner, où l'objectif sera, à l'aide de votre dash, qui vous sert à la fois de déplacement mais aussi d'attaque, de finir des niveaux le plus rapidement possible. Donc Bounty Runner, c'est un jeu où vous allez incarner du coup votre personnage qui évolue dans ce monde un peu futuriste. Et votre seul objectif est de compléter votre niveau le plus facilement possible. Donc pour ça, vous allez évidemment avoir un petit timer qui va se jouer au-dessus et qui va vous montrer le temps que vous avez obtenu à la fin du niveau. Pour ce faire, vous avez évidemment toute une panoplie de mouvements. Évidemment, courir, sauter, c'est la base, mais aussi sauter sur les murs et du coup le fameux dash qui va vous permettre de non seulement vous propulser et gagner de la vitesse, mais aussi de détruire les ennemis et des objets de l'environnement. Donc pour pouvoir ensuite compléter les niveaux, vous devrez donc esquiver les ennemis qui vont vous traquer avec un système de pathfinding et vous devrez récupérer des clés qui ouvrent des portes qui vous permettent d'accéder à l'écran de fin de niveau. Et couplé à tout ça, pour ajouter un peu de game feel, pour rendre le jeu un peu plus fluide, un peu plus agréable, j'ai décidé de rajouter aussi des systèmes qui sont plus visuels, même s'ils ne changent pas vraiment les mécaniques de jeu, comme un système de parallaxe qui va faire que le background de votre jeu ne se déplace pas à la même vitesse que le joueur, il traîne un peu derrière, ce qui fait que ce qui est devant vous a l'air de bouger très vite et ce qui est très loin a l'air de bouger très lentement, comme si vous étiez vraiment en train de courir dans l'environnement. Et en plus de tout ça, on a aussi une caméra fluide, donc pour ça j'ai utilisé le package Cinemachine de Unity, et qui va permettre de faire en sorte que la caméra suive dynamiquement le joueur et toujours se placer un peu devant pour que le joueur puisse calculer ses sauts et voir un peu ce qui arrive devant lui. On a aussi des petites choses comme les menus, mais pour le global du jeu, ça se résume à ça. Parfait résumé de ton jeu, hein. Merci beaucoup pour ce descriptif. Tu avais une question, Michael? Moi, j'avais une question, donc on a vu globalement comment ressemble ton jeu. On se peut quand même la question si tu as eu des difficultés pour créer ton jeu de A à Z, notamment techniquement, parce que c'est l'aspect game programming, donc quelles sont les difficultés que tu as pu avoir Plus grosse difficulté, c'était probablement au niveau des ennemis, étant donné qu'ils avaient besoin de traquer le joueur à travers le niveau. Donc il fallait établir tout un système d'IA. Donc pour ça, ça a été surtout une question de trouver les bons packages Unity à installer qui en fait vous permettent d'implémenter rapidement certaines fonctionnalités. Donc là pour le coup c'était le pathfinding, donc le fait de trouver le chemin entre l'ennemi et le joueur, et ensuite l'implémenter, mettre quelques conditions dessus, du type si le joueur, si l'ennemi sort de la caméra, alors on désactive le pathfinding pour pas qu'il vous pourchasse à travers tout le niveau. Il y a aussi un autre angle que tu abordes et qui m'a beaucoup intéressé dans ton descriptif. Tu parles du game feel, c'est ça, ou game feeling? Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est que tu es très empathique. Est-ce que tu penses que c'est une caractéristique naturelle chez toi ou en cours, tu as découvert que c'était hyper important dans ta création, dans ta façon d'aborder le jeu? Dans ma façon dans laquelle je joue au jeu,
Ben, j'ai souvent ce côté où ça me dérange pas si un jeu est très simple, mais ça va me déranger très vite quand le jeu fait pas vraiment d'effort sur cet aspect-là. J'aime un jeu qui est fluide, qui est agréable à jouer. Donc, plutôt que de juste mettre plein de mécaniques et que ça aille dans tous les sens, j'ai préféré garder, surtout étant donné qu'on était sur une durée limitée pour ce projet, j'ai préféré un peu réduire l'échelle au niveau des mécaniques et me dire, OK, maintenant qu'on a ce jeu-là et que ça marche bien, comment je fais pour faire en sorte que ce soit la version la plus fun de ce jeu? Et c'est pour ça que ça passe par beaucoup de travail sur le game feel et l'apparence du jeu. Bien, Mais c'est une bonne réflexion d'ailleurs, et je voulais rebondir. C'est quand même l'aspect game programming, c'est quand même un aspect quand même qui est technique. Est-ce que c'est quand même un axe que tu as toujours voulu faire dès ton entrée en fait à l'IM? Alors, dès mon entrée, j'avais une petite hésitation entre game design et game programming. Je trouvais que les deux étaient assez intéressants, mais pendant les cours, je me suis rendu compte que je préférais quand même beaucoup plus l'aspect code qu'à l'aspect notamment le level design, etc. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt parti sur l'axe game programming. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Comme vous le voyez, en fait, les projets évoluent au fil du temps et avec les cours. Et maintenant, place au projet vidéo marketing et communication avec Alexis. La consigne pour ce rendu était de créer une vidéo promotionnelle. Après avoir étudié le ciblage et le marché d'un produit existant, l'idée était de réfléchir à une campagne de lancement marketing et de réaliser une publicité du produit. L'objectif consistait à intégrer de l'humour et à jouer sur des parallèles pour capter l'attention. La cible était une audience CSP+, avec un produit mode à la fois stylé et accessible. En somme, une publicité loin d'un luxe élitiste, mais dans un esprit tendance et facile à vivre. Ravi de te recevoir, Alexis. Bonjour Mickaël et Médina. Bonjour. Alors, ça va? Ça va? Ouais, très bien. Tu vas nous raconter ton projet en communication et marketing digital et audiovisuel. De quoi s'agit-il? On avait pour but de faire une pub de environ 1 minute. Parmi mon groupe d'amis, il y en avait un, il avait sa propre marque de vêtements. Du coup, on a décidé de faire une pub pour ce nouveau produit qu'il allait lancer. C'est un short à 3 ceintures. Et on a décidé de vraiment représenter l'image de sa marque à travers la vidéo. Du coup, le but de la pub, c'était de promouvoir le short à 3 ceintures. La marque, c'est une marque fashion et on voulait faire en sorte qu'elle soit plutôt très accessible. Du coup, on a misé sur le ton de l'humour. On a décidé de mettre en scène comme une invasion de défis TikTok de gens qui baissent des pantalons dans la rue. Et notre protagoniste qui est muni comme d'une sorte d'immunité à cette invasion avec un short 3 ceintures. On a voulu montrer du coup un contraste dans la pub avec l'effet apocalypse et l'effet tranquillité du personnage avec le ton de couleur. Quand il est chez lui, c'est plutôt un ton chaud, un ton chaleureux. Alors que quand c'est à l'extérieur, c'est plutôt des couleurs froides et qui montrent un peu plus la panique. On a décidé de tourner dans des rues désertes. On a essayé de trouver la station de métro la moins fréquentée de Paris. On a trouvé que c'était la station de Beaugrenelle, du coup on a décidé de tourner là-bas. On s'est répartis du coup sur les journées de tournage hors cours parce qu'on devait tourner en même temps qu'on avait des cours extérieurs à audiovisuel ou marketing. Ça a été difficile de planifier tout ça, mais on s'est réparti les tâches. Certains n'étaient pas présents à certains jours de tournage. Par exemple, moi, je n'étais pas présent quand on tournait à l'intérieur de l'appartement du protagoniste. Mais on a tourné à plein d'endroits différents, que ce soit par exemple au domicile de quelqu'un ou de chez quelqu'un d'autre ou dans les rues de Paris. On a vraiment essayé de montrer le côté panique. Au départ, on voulait vraiment faire tout un autre scénario pour la pub avec des plans sur des télés, des contre-champs, des espèces de plongées et aussi des flous de mouvements. Mais surtout, on s'est rendu compte en fait que ça allait être compliqué et qu'on n'avait pas forcément l'expérience pour et qu'on pouvait se contenter juste de faire du basique et au montage rattraper tout ça et faire quelque chose de plus professionnel par la suite. Merci Alexis. Du coup, on a deux questions par rapport à ta présentation et ton projet. Qu'est-ce qui était le plus fun à tourner, notamment avec tes camarades pour ce projet? Le plus fun à tourner, c'était surtout les plans extérieurs dans Paris, surtout les séquences où on voit le protagoniste sortir de chez lui avec les gens qui courent dans le sens inverse. Que ce soit l'organisation, le fait que surtout on a tourné ça surtout avec un groupe d'amis. Même les figurants qu'on a pris, c'était des gens qu'on connaissait, donc c'était très amusant. Donc de part, oui, l'organisation, le lieu qu'on a tourné et aussi du coup l'esprit d'équipe, parce que c'était des gens qu'on connaît, donc forcément ça s'est bien passé. Moi, j'ai une question toute simple. On parle souvent de fun, hein, n'est-ce Oui. pas? C'est le terme que tu as employé, des amis. Mais derrière tout ça, il y a le côté pédagogique qui consiste à vous donner des clés pour devenir des chefs de projet. Justement, qu'est-ce qui sort de tout ça? Parce que entre s'amuser et être technique, il y a quand même des compétences à acquérir. Quelle est ta conclusion de tout ça? Moi, pour le coup, tandis qu'il y en avait qui construisaient les plans, enfin savoir quel plan on allait faire, plan taille, plan américain, d'autres qui essayaient de faire l'analyse marketing de la vidéo, moi j'essaie un peu de regrouper les deux,
C'est-à-dire, j'essayais de savoir si on allait bien pouvoir retranscrire l'image de la marque dans la vidéo. Et sur le lieu de tournage, du coup, on a beaucoup su apprendre à s'organiser, contacter les figurants, savoir qu'on est à l'heure. Notamment dans la vidéo, on a pu avoir quelques soucis en termes de temps, tournage. Avec l'arrivée des figurants, on est arrivé plutôt vers la mi-après-midi. Et on a fini de tourner vers début soirée, fin d'après-midi. Donc du coup, on a eu un problème d'éclairage. Les débuts des plans, ils étaient très clairs. Fin d'après-midi, milieu d'après-midi, du coup, c'est très ensoleillé. Mais du coup, fin de soirée, surtout que c'était en hiver. Donc la soirée, elle tombe très vite. C'était vite fait des plans sombres. Du coup, on peut voir dans la fin de la vidéo, quand la confrontation avec le protagoniste, les lumières très obscures, alors que pourtant, ça a été tourné dans la même journée. Intéressant comme feedback, comme quoi être chef de projet, ça s'apprend. Et vous avez vu qu'il faut gérer le temps. Donc excellent, hein, c'est pas mal comme retour d'expérience. Non, hein. c'est très bien, je comprends très bien. Alors Alexis, merci beaucoup pour cette présentation qui était assez fine, qui nous montre qu'on peut s'amuser et être créatif et apprendre. Et maintenant, place à un projet technique. Rendez-vous dans l'univers de la conception des objets connectés. C'est parti! Ce cours a amené les étudiants à concevoir un objet innovant en combinant développement logiciel en Python et électronique embarquée. Ils ont appris également l'importance essentielle de la recherche en amont et le prototypage, notamment dans le choix et l'expérimentation des technologies et des composants. À ce stade, les objets ne sont pas encore connectés, mais les fondations sont posées pour permettre leur évolution vers des solutions connectées par la suite. Julien, ravi de te recevoir, ça va? Oui, bonjour, ça va et vous? Super, impeccable. On va très bien, surtout du côté de ton projet. Tu nous embarques à la fois du côté de l'innovation, du coding et de la créa. Raconte-nous ton projet. Donc, durant ce premier semestre, pendant un cours de coding, on a dû créer un objet connecté durant un travail d'équipe, un projet d'équipe. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est Hydromonitor, qui est un boîtier dans lequel on met sa plante et qui permet d'avoir des données sur la plante pour savoir si elle va bien. Donc ça nous est tous déjà arrivé, on achète une plante avec les meilleures intentions du monde et 3 jours après, elle est morte. Et on ne sait même pas pourquoi. C'est en partant de ce constat qu'on a décidé de créer Hydromonitor, qui est un objet qui permet d'avoir des données sur les plantes. C'est donc un petit boîtier dans lequel on va mettre la plante et qui possède des capteurs. Ceux-ci vont nous permettre de connaître la température, l'humidité et la luminosité autour de la plante, et ce, en temps réel. Mais pour ne pas être inondé sous les informations, Hydromonitor possède un petit écran qui synthétise les données les plus essentielles avec une petite phrase pour savoir si la plante va bien. Par exemple, si l'humidité est faible, il y aura une phrase pour dire d'arroser la plante. Grâce à ça, plus besoin de deviner ce que la plante a besoin, car le problème n'a jamais été qu'on s'occupe mal de la plante, mais simplement qu'on ne la comprend pas. On parle de tout en matière d'objets connectés. Vous auriez pu aller dans l'automobile, plein de choses. Mais on parle souvent d'environnement, et là, c'est l'environnement du quotidien. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver cette idée? Comment est-ce qu'on arbitre? On était simplement en train de chercher des idées d'objets à faire, et nous est venu durant une des discussions le fait qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui avaient des plantes mortes chez eux, et on a essayé de chercher une solution à ce problème, et c'est comme ça que Hydromonitor nous est venu en tête pour pouvoir mieux s'occuper des plantes. Et puis en fait, ce qui est bien dans tout ça, c'est que potentiellement, toi, c'est pas ce que tu voulais faire de base comme axe, donc notamment coding et créa. Toi, tu voulais faire quoi? Et je voulais faire Game Prog. Et donc, est-ce que tout le monde, en fait, parce que tout le monde dans la même équipe, ne voulait pas forcément faire Game Prog, vous voulez peut-être faire d'autres choix d'orientation, est-ce que ça vous a chamboulé, ou est-ce que même au contraire, vous vous êtes bien entendu pour faire le projet? Non, ça s'est très bien passé, parce qu'il y avait beaucoup de code à faire, en l'occurrence, pour l'objet connecté, et la majorité de notre groupe était tournée justement sur le code, donc on a pu s'y mettre à plusieurs pour le faire. Et d'un autre côté, on avait des personnes plus tournées créatifs, et du coup ça c'était plus pour le PowerPoint de présentation. Donc au final, tout le monde s'y est retrouvé dans l'axe, et chacun pu faire ce qu'il voulait. Merci beaucoup, Julien. Maintenant, place au dernier projet, celui de l'axe 3D. Les entretiens professionnels à mi-parcours sont des soutenances où les étudiants passent à l'oral et présentent leur bilan du premier semestre. L'objectif de cet entretien est de convaincre un jury de la pertinence de son profil en fonction de leur choix d'orientation. Lilo, ravie de te recevoir pour terminer cette émission. Tu vas bien? Oui, à vous. Très bien. Ça va Oui. super, impeccable. On en a reçu plusieurs, hein, et toi, tu es la jeune femme
de ce programme. Je vais représenter toute la gente féminine parce qu'en 3D, qui est ton univers, on se demande si il y a beaucoup de femmes et toi, tu incarnes justement ces femmes qui s'investissent dans cette discipline. Raconte-nous ton projet. Alors, mon projet, c'était le projet d'axe final en fait, du premier semestre. C'était une scène d'Heroic Fantasy, donc une petite pièce Heroic Fantasy en gros, que j'ai dû du coup présenter pendant mon entretien de mi-parcours, accompagné de plein d'autres petits projets que j'ai fait personnels ou en cours, comme Lumière, etc. Mais j'ai vraiment tenu à présenter ce projet en trophée de la présentation, donc comme la cerise sur le gâteau, parce que c'était un projet que j'ai bien aimé faire et que c'était le plus gros projet que j'ai fait pour l'instant, et surtout parce que j'ai beaucoup aimé ce projet. Bon, mon entretien de professionnel mi-parcours, il s'est super bien passé. Il fallait que je présente mes compétences, mes motivations pour aller en 3D, pourquoi j'aime la 3D, pourquoi je veux y aller, tout ça, en détail. Je vais pas trop aller en détail justement. Enfin, on va pas refaire l'entretien. Mais j'ai pu présenter mes compétences, donc je connais Blender, le texturing, le lightning, etc. J'ai pu j'ai pu aussi présenter mes acquis et ce que je veux acquérir, c'est-à-dire les compétences que je veux améliorer plus tard. Et j'ai pu présenter mes projets que j'ai fait avec l'IM, donc mes projets dans l'école, dans les cours, et mes projets personnels, donc ce que j'avais moi envie de faire, ce que j'ai fait chez moi toute seule, tranquillement quoi. Donc on va commencer par en vrai mes projets personnels. J'en ai pas fait tant que ça, mais j'en ai fait qui sont plutôt grands. J'ai fait une scène Star Wars où c'est un vaisseau Star Wars, inspiré en tout cas de Star Wars. Je sais pas s'il existe vraiment, mais j'en ai fait un. Que j'ai mis avec tout un HDRI, de l'espace, des lumières, etc., que je dois encore améliorer sous les conseils de mon jury. Et je j'aimerais aussi en faire une animation qui est en cours, mais pas finie du tout. Puis j'avais une animation que j'avais complétée, inspirée de Phasmophobia, donc c'est une sorte de salle de classe hantée avec des traces de fantômes et des bruits un peu malaisants, etc. Bon, c'était plutôt orienté proche du jeu vidéo que vraiment film d'horreur. Et j'avais commencé un dernier projet personnel qui était Midna de Zelda Twilight Princess, un personnage que j'avais commencé à sculpter et que je n'ai pas pu finir parce que la sculpture était un petit peu trop compliquée pour mon niveau. Puis mon plus gros projet, c'était le projet d'Axe, donc que j'ai présenté principalement pendant l'entretien de mi-parcours. C'était donc la salle d'Heroic Fantasy. La mienne, c'était spécifiquement la maison de Link dans Zelda Breath of the Wild, encore. Il y a un peu une répétition, je suis très fan de Zelda. Et mon inspiration, c'était d'essayer de la refaire le plus proche et le plus réalistiquement possible pour qu'elle puisse être très réaliste et belle à voir. En fait, j'ai essayé vraiment de faire plus dans l'esthétique. Donc j'ai repris celle que j'avais fait en cours au tout début et j'ai recommencé de zéro. C'est-à-dire que j'ai vraiment juste pris quelques meubles et j'ai refait tous les murs, tout le sol, j'ai refait de l'herbe, j'ai refait le toit. Enfin, j'ai fait un toit parce qu'il n'y en avait pas. J'ai refait les textures en entier puisqu'elles n'étaient pas du tout détaillées. J'ai essayé de vraiment faire des textures réalistes. J'ai ajouté de nouveaux meubles comme la Triforce, des potions, des petits meubles classiques comme des mugs, des assiettes, etc. J'ai refait le lit, j'ai refait l'étage, etc. Tout en essayant de garder l'aspect de la maison qui était dans le jeu Zelda, en fait. Merci Lilo pour cette présentation de ton projet, notamment par rapport à l'entretien professionnel. Moi, j'aurais une question, c'est est-ce que l'axe 3D, c'est toujours l'axe que tu as toujours voulu faire depuis que tu es rentré à l'IM ou pas du tout? Pas du tout. De base, je voulais rentrer à l'IM pour faire du coding. D'accord. Et c'est en regardant un peu les autres axes où je me suis dit qu'il y avait tout qui était super intéressant. Dans tous les cas, si je changeais, ça allait forcément être sur un axe qui me plaisait. J'aimais tout. Et c'est en découvrant la 3D où je me suis dit c'est quand même un peu mieux que le coding puisque je suis quand même beaucoup dans le créatif. Parce qu'au quotidien, j'aime beaucoup faire des maquettes chez moi, de la peinture, du dessin, etc. Et en découvrant la 3D, je me dis que ça réunit un peu tout ce que j'aime faire, mais au digital. Et puisque j'étais déjà dans l'école, je me suis dit pourquoi pas. Et en testant, j'ai eu de plus en plus d'idées. Et j'ai fini par me dire je vais dériver un peu. Et les cours de spécialisation du second semestre ont confirmé un petit peu que l'axe 3D, vraiment, c'est vraiment ce que tu veux faire. Ouais. Ouais. À part pour le fait qu'il y ait quelques petits trucs comme le rigging, etc., qui étaient un petit peu compliqués. Dur, bien sûr. Mais ça me démotive pas. C'est bien, on voit que tu évolues progressivement, tu vois qu'il y a des choses qui correspondent à ta façon de vivre et de voir le monde. Justement, tu es à la fois technique, coding, Oui, tout à fait. c'est technique,
et tu es créative et là, tu as trouvé un univers qui permet de t'exprimer des deux côtés. Ma question, c'est une question concernant l'avenir. Comment est-ce que tu imagines ton futur ? Alors c'est un peu compliqué parce que même avant de venir à l'IM, j'avais vraiment pas trop d'idées. Je suis venue en coding et je me suis dit développeur full stack ça peut être pas mal, mais j'ai pas fait plus de recherches que ça. Et c'est justement en découvrant la 3D que je me suis dit faut que je regarde quel genre de métier il y a en 3D. Et dans ceux qui m'a le plus intéressé, enfin ceux que j'ai retenu le plus facilement, c'était modélisateur de décors. Je sais pas exactement le nom, mais j'aime beaucoup tout ce Environnement, qui est... peut-être. Ouais, ça, environnement, etc. Je trouve ça super beau, je trouve ça intéressant. Les VFX aussi, je sais qu'on ne les a pas encore fait, mais ça m'intéresse beaucoup. Et aussi modélisateur de personnages, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est un peu compliqué, donc c'est pas mon premier choix. Et j'espère intégrer une entreprise qui est plutôt reconnue et surtout qui a un style artistique assez personnel et précis, comme par exemple, vous savez, Arcane, comme Portiche, etc. Bon, c'est peut-être pas celle que je veux intégrer, mais une entreprise qui a ce genre d'idées, de DA, et aussi avec des motivations et des valeurs qui correspondent aux miennes. Merci beaucoup. On voit que ça va de plus en plus finement. Donc, affaire à suivre. On te suivra et nous allons suivre nos autres étudiants. Merci pour ton témoignage. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission consacrée au projet des étudiants de première année de Bachelor. Je le sais, ces projets vous plaisent. Alors sans hésitation, rejoignez nos formations si vous êtes étudiant ou étudiante et soutenez nos étudiantes et nos étudiants sur Internet. Mickaël, j'étais ravie de présenter cette émission avec toi. Pareillement. Alors rendez-vous sur notre site web iim.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, X et merci de nous avoir suivis. À très vite pour une prochaine émission. C'était Mickaël et Medina pour les pépites de l'IM Digital School.